Cette année, la troisième à projet Action Média du collège André Malraux de Paron est partie aux Pays-Bas pour répondre à la question suivante: les Pays-Bas, un défi contre nature. 30 élèves sont partis découvrir les Pays-Bas pendant 4 jours avec plusieurs trépieds et caméras et beaucoup de questions. Nous sommes partis interviewer des personnes dans les grandes villes des Pays-Bas telles que Amsterdam, Rotterdam et Lelystad, qui est la capitale de la province du Flevoland. Nous avons été répartis en plusieurs petits groupes, puis avons réalisé des reportages dans différents lieux, comme celui de Kinderdijk. Le royaume des Pays-Bas rencontre des difficultés liées à l'aménagement du territoire, comme par exemple, il doit agrandir ses terres jusque sur la mer par manque de place. À mon arrivée, il y a 30 ans, ils avaient coupé ces 2 losanges de feuillus et les avaient remplacés par des pins Douglas, tous alignés dans le sens de la pente. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais en fait, ils arrivent de partout. Là, là, encore là, comme une armée en embuscade, des petits soldats bien alignés. Et là, tout ça, c'est de la coupe rase. Ça, c'est comment? C'est de la coupe On rase. dirait que tu lis une ça, radio, tu sais, parce que ça se... Ça, regarde, ça, c'est de la coupe rase. Ça, c'est de la coupe rase. Alors, ils font des coupes rases. Ça, c'est de la coupe rase. C'est de... Tiens, regarde, en voilà encore une jolie, là. Ça fait des années que je vis dans l'impuissance. Parce que je rame toute seule avec cet enraisinement-là qui me tourne autour et qui arrive jusque sous mes fenêtres, comme on a vu tout à l'heure. Et là, du coup, j'ai un petit peu moins ce sentiment D'impuissance. d'être tout seul face à la grosse machine. Les 2 sujets aujourd'hui, c'est le carbone, la biodiversité, le changement climatique, le carbone, c'est lié, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas pire que de couper une forêt de feuillus et de la remplacer par une monoculture intensive de Douglas. Et ça, mais c'est pas les petites décisions qu'on va prendre ce soir qui vont le changer. Le problème, c'est un problème national. Et les voilà repartis à expliquer et expliquer. Un véritable sacerdoce. Ce jour-là, c'était avec 2 autres cinéastes. Le citoyen français pense que tout va bien en forêt et que l'ONF veille. Alors que l'ONF déjà elle veille que sur les... quand elle veille. Si on peut appeler ça veiller que sur la partie publique. Et alors, dites-moi, vous, en tant que chasseur, cet enraisinement-là, qu'est-ce que vous en pensez ? La plantation, il y a du gibier dedans 5-6 ans quand c'est un peu le fouillis, quand il y a un peu de ronce, un peu, mais dès que les arbres prennent dessus, que tout crève dessous, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus un champignon, il n'y a plus un gibier, il n'y a plus de remise, voilà quoi. Il fait froid, il n'y a même pas un pigeon, il n'y a rien quoi, que dalle zéro quoi. C'est lamentable. La démarche de privatisation de l'Office national des forêts et l'industrialisation croissante qui l'accompagne doivent être reconsidérées au regard des multiples enjeux des forêts pour la société d'aujourd'hui. Quand vous rencontrez des propriétaires qui vont en forêt, eh ben déjà c'est génial qu'ils aillent en forêt. Un jour, un exploitant va leur dire je te donne 10 000 euros. Et s'il n'y a pas un minimum d'attachement historique et affectif, c'est le bois de bon papa, j'y ai embrassé ma première amoureuse, j'ai récolté des champignons le week-end. Ça, vous rigolez, mais ça peut empêcher la coupe rase.
veut plus de coupe rase qui entraîne la suppression, la disparition des feuillus pour mettre des résineux. Voilà, et on se battra pour et on veut que ce soit inscrit dans la loi. On veut pas de toi et tes coupes rases. On le récolte en épi complet et après il passe dans la décortiqueuse. Ça c'est du coquelicot. C'est facile à trier. Et rebonsoir à tous, donc on est de retour sur le live, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. Ce qui va se passer, c'est qu'on va représenter les différents intervenants pour, on va dire, meubler un petit peu le temps que les gens, s'ils ont mis sur pause, s'ils sont allés aux toilettes, s'ils ont fait quelque chose, voilà, qu'ils n'arrivent pas en disant « zut, j'ai loupé quelque chose ». Donc voilà, Ludivine va représenter les différents intervenants et puis on passera directement aux questions. Tout à fait, merci. Alors, et puis en plus, ces personnes qui n'ont peut-être pas pu assister à la présentation officiellement pourront y assister à ce moment-là. Donc, nous sommes en compagnie donc, de Anne Faisandier, qui est la réalisatrice de La forêt est à nous. Donc, elle est réalisatrice de documentaires et notamment adhérente à Adré Morvan, c'est une association environnementale dont les activités en fait sont essentiellement tournées sur la défense de la forêt du Morvan. Et elle rencontre au cours de ses activités des amoureux de la forêt, des militants, des forestiers de l'ONF, comme on a pu voir dans le film, des forestiers privés. Et du coup, pour rendre compte de tout cela, elle a créé le personnage qu'on a vu, qui joue un peu le rôle de Candide. Alors, on a également Vincent Moisnet, donc, qui est le réalisateur, lui, de Pays-Bas, un défi contre nature. C'est un enseignant en lettres et cinéma depuis 23 ans. Il a également une formation de réalisateur et de monteur professionnel en cinéma et vidéo, et plus spécifiquement dans le documentaire. Donc, il a réussi à réunir ces différentes compétences en proposant à donc, des collègues et des élèves du collège André Malraux à Paron, que certains doivent connaître, depuis 2002, un projet pédagogique en fait, qui amenait les élèves chaque année à préparer des reportages sur un thème civique ou historique européen. Donc, ils ont intitulé ce programme « Réalisons l'Europe » et ils ont remporté pas mal de prix éducatifs. Et tous les films sont diffusés sur une chaîne qui va bientôt atteindre les 4 millions de vues. Donc, on proposera de mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Et en 2017, ils se sont attelés au thème civique de l'écologie. Enfin, nous avons un réalisateur Pascal Delagneau qui, lui, donc a réalisé le GAEC Thibault. Il est réalisateur audiovisuel depuis une trentaine d'années. Il a fait différents types de films, communication d'entreprise, courts-métrages, clips musicaux, documentaires, webdocs, reportages, et notamment un documentaire diffusé sur TF1 au Ushuaïa. Et depuis 2017, il est l'auteur-réalisateur de la web-série La Bio pour tous. Et enfin, on a avec nous les Thibault, donc du GAEC Thibault. Donc un GAEC, je rappelle, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Donc ce GAEC est situé à Michery, il a été créé en 91. Et donc nous avons Franck et Marc Thibault, agriculteurs et frères. Et puis Vivien Thibault, qui est donc le fils de Marc et le neveu de Franck. Et pour resituer un peu, ça fait donc une vingtaine d'années que Marc Thibault s'est tourné vers l'agriculture biologique, donc initialement une partie de son exploitation, et puis ça s'est étendu à la totalité de sa ferme. Et aujourd'hui, il s'est lancé aussi dans la fabrication, enfin, en tout cas à la base, pardon, il s'était lancé dans la fabrication de farine avec un petit moulin. C'est devenu un succès, donc aujourd'hui, il propose différents types de farine, blé, seigle, épeautre, des lentilles également, des pâtes, de l'huile, voilà. Donc ces produits sont disponibles chez Germinal et en AMAP. Et je pense qu'ils remettront justement ces informations-là si jamais vous avez envie d'en profiter. Voilà. On va peut-être déjà vérifier que tout le monde est présent. C'est-à-dire, voilà. Les trois réalisateurs et puis les Thibault, que je vais regrouper sous le nom les Thibault, même si chacun, je suis sûr, a une personnalité propre. Ça fait un peu les Dalton. C'est vrai. Les Thibault. Les Thibault, oui. Je pense que ça va être bon. Il est 13. Je pense que normalement, tout
les personnes qui ont dû voir les films diffusés ont dû nous rejoindre. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme l'autre soir, on va avoir normalement des questions du chat et puis des questions que nous, on a préparées en amont quand on a visionné les films. Donc, ce qu'on a pensé, donc, dans un premier temps, poser des questions plus spécifiquement à chaque réalisateur et puis dans le cas du GAEC aussi à la famille Thibault. Et puis après, on s'attaquera à des questions un petit peu plus transverses et on donnera aussi l'opportunité aux différents réalisateurs éventuellement de réagir par rapport aux films qu'ils ont vus. Ah, désolé. Voilà. Donc on va commencer avec le GAEC, justement, alors pas des Dalton, mais des Thibault. Et on avait une première question peut-être, donc là pour le coup ça peut être aussi Pascal, donc le réalisateur qui peut y répondre. Quelle était l'intention, pourquoi ce choix en fait de se tourner et de tourner autour du GAEC, Thibault? Donc déjà en fait bonsoir à tous et merci beaucoup pour avoir sélectionné le GAEC Thibault. Ça nous fait vraiment très plaisir et ça fait plaisir je pense aussi aux associations, donc Lyon Nature Environnement et l'ADENI, donc que je remercie beaucoup pour avoir coproduit ce film et 3 autres aussi d'une web-série qui s'appelle La Bio pour tous. Donc merci beaucoup à l'ADENI, l'association de la défense et de l'environnement et de la nature de Lyon et Lyon Nature Environnement. Merci Catherine, Sylvie, Jean-Paul. Vraiment, je suis content que ces films vous plaisent. Et donc aussi, c'est surtout les adhérents en fait qui ont participé, qui ont financé aussi les films. Et vraiment, c'est pareil, c'est un grand merci à toutes ces personnes parce que sans eux, il n'y a pas de film. Et donc, on a besoin de soutien et de rendre possible les films. Donc voilà. Donc maintenant, je vais peut-être répondre à la question. La question qui était au début, sur le GAEC Thibault. En fait, bonsoir à tous les trois aussi. Ça me fait plaisir de voir Marc aussi. Qu'est-ce qu'on disait en fait sur le GAEC au départ? L'intention, pourquoi avoir choisi l'intention ou le choix. C'est un peu les deux. C'est le lien surtout, si j'ai bien compris, avec la web série. Donc c'est une occasion aussi de présenter un peu ce contexte aux personnes qui ont visionné le film et qui ne sont pas forcément au courant du contexte de la web série. Voilà, oui. Donc l'intention, elle est toujours militante et d'intérêt général. Et donc, en fait, chaque ferme, chaque producteur, c'est une preuve par l'exemple que la bio, c'est possible. Pendant très longtemps, on nous a dit que la bio, c'était la culture des rêveurs et que ça ne produirait pas. Et donc, aujourd'hui, on le voit, la demande est là. Et donc, la bio, c'est possible. Ça correspond tout à fait au festival. Et c'est ça l'intention. L'intention, c'est de montrer que avec le temps, puisque ça se déroule comme ça dans le temps chronologiquement, donc la bio, c'est sérieux. Voilà. En gros, c'est ça. Puisque l'intention, elle est là en fait. Hein, le film se déroule chronologiquement. Donc l'intention, elle est d'être aussi logique dans la façon de raconter l'histoire. On commence par la moisson et petit à petit, on voit aussi comment c'est fait. Il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est fait grâce aux légumineuses. Donc avec l'azote de l'air, il y a tout un travail vraiment très très réfléchi. C'est beaucoup plus technique, comme dit Oui, dans le film effectivement. C'est beaucoup plus difficile de faire de la bio, et donc c'est un travail aussi. Au-delà des paroles et des discours donc il y a le travail, le vécu des gens et des agriculteurs. Eh ben, super. Merci beaucoup. Du coup, ça va être l'occasion pour nous de faire une transition avec le fait que ce qui nous a aussi plu dans ce film, c'est qu'il n'y a pas effectivement de commentaires. Donc, c'est les producteurs qui racontent leur histoire et donc on va continuer dans ce sens-là. On va leur poser des questions directement. Alors, parmi vous, peu importe, vous prenez la parole comme vous voulez pour répondre à ces questions. On se demandait, oui, ce que ça représentait pour vous, les Thibault ou la bio, parce qu'a priori, ce n'est pas quelque chose justement de nouveau, donc c'est une réflexion. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Je ne sais pas s'ils nous entendent. Oui, c'est depuis très longtemps que ça fera 20 ans l'année prochaine qu'on est passé en bio.
on était déjà passé à des techniques, on va dire, différentes du conventionnel, puisqu'on était déjà du sans labour, des réductions de doses. Et après, on est passé carrément à dire on va valoriser nos produits et aller jusqu'au bout et à ne plus mettre de produits du tout, donc à passer en bio. Donc, c'est déjà depuis de très nombreuses années, on est dans des réflexions à faire autrement, on va dire. D'accord. J'ai une question un peu particulière qui est liée au contexte un peu particulier aussi, c'est-à-dire que bon, le film a été tourné pendant la moisson et donc du coup pendant une forte activité. Et ce n'était pas qu'une forte activité en termes de moisson, c'est-à-dire que visiblement, il y a eu une hausse des commandes, même pendant la crise du Covid. Il y a eu, entre guillemets, comme le bio est associé à un mode de consommation particulier, il y a eu vraiment une demande qui a augmenté. Est-ce que, par exemple, vous avez eu des suites par rapport à ces commandes faites pendant le Covid? Quel est votre retour sur expérience et qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? D'accord. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de transformations dans ces moments-là. On a été très sollicités. On faisait beaucoup plus de farine, de pâtes, de tout. Mais on va dire qu'on est revenu quasiment à la normale maintenant. Tous ceux qui étaient contents de nous trouver dans ces moments-là nous ont un peu oubliés. D'accord. Est-ce que ça correspond à quoi en termes de quantité? C'est-à-dire que quelle a été l'augmentation et puis quel a été le retour, entre guillemets, à une certaine normalité? On va dire, en règle générale, on écrasait une tonne de blé en une quinzaine de jours. Là, on l'a écrasé en 3-4 jours. Ouais, d'accord. Ok. Et malheureusement, c'est une tendance, nous qui travaillons aussi sur la résilience alimentaire, c'est une tendance qu'on a beaucoup observée en fait, pendant la crise sanitaire, une modification assez drastique des façons de consommer, plus locales, etc. Puis en fait, les tendances ne se sont pas forcément confirmées. Donc, c'est quand même à noter, c'est intéressant comme phénomène de société. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quel type de culture et puis à peu près sur quelle surface vous avez, s'il vous plaît? On n'entend pas Franck. 240. 240 hectares, d'accord. Ok. Et avec combien d'exploitants? On est 3. Ah oui. Très bien. Donc, les cultures, c'est du blé, de l'épeautre, de l'engrain, du triticale, de l'avoine. Des lentilles. Des lentilles, Ouais, du tournesol, ok. de l'orge, des pois, du sarrasin. Et des pommes de terre. Et donc plutôt une diversité en plus de cultures. Une diversité, oui. Ouais, super intéressant. On a aussi beaucoup de légumineuses fourragères. C'est ce qui nous apporte l'azote pour nos cultures. Oui, par la fixation de l'azote atmosphérique dans le sol. C'est vrai que les légumineuses, c'est un enjeu assez intéressant en termes de sol et puis même de protéines. Ok. Et donc, est-ce que vous avez… Alors, à un moment donné, dans le film, vous évoquez justement un agrandissement, notamment par la transformation. Donc, est-ce que vous avez justement des objectifs d'agrandissement, éventuellement d'emploi ou d'autres débouchés? Voilà, comment vous envisagez un peu la suite? L'agrandissement, au final, il a été fait juste avant le confinement. On a eu la chance de recevoir notre nouveau moulin à peine une semaine avant le confinement. Et du coup, ça nous a permis de produire beaucoup plus et d'optimiser ce nouveau matériel. Du coup. Parce que si on ne l'avait pas eu, on n'aurait pas pu fournir tout le monde. Et voilà. En fait, ça tombait bien. Ça tombait bien. Ça tombait bien, oui, justement. Et malgré, on va dire, le retour à la normale, on va dire cet investissement, vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Il était prévu même avant cet événement. Il était prévu quand même pour augmenter la production et avoir un peu plus de facilité et de temps aussi à côté pour faire autre chose. Ok, oui, effectivement, dans cette optique-là. Ok. Et on avait aussi une petite question par rapport du coup aux autres agriculteurs, on va dire dits plus conventionnels. Quels sont vos rapports? Est-ce qu'ils sont dans le questionnement? Est-ce qu'il y a quelque chose de notable par rapport à ça? On va dire que l'entente se passe à peu près bien. Chacun fait un peu attention à l'autre au niveau des limites de parcelles pour pas qu'il y ait trop de débordements de pesticides ou d'engrais. C'est des fois un peu compliqué, mais on va dire que ça se passe bien.
Ok. Bah, super. Et du coup, est-ce qu'il y a même, est-ce qu'on vous demande conseil? Est-ce qu'il y a des volontés éventuellement même de passer à d'autres pratiques ou pas spécialement pour l'instant? Bon, pour l'instant, je dirais que ça, on n'a pas fait tâche. Hein, Ça marche. Il n'y a pas d'autres, non, il n'y a pas d'autres agriculteurs à côté de nous qui sont passés en bio. Ils nous regardent, voilà, ils regardent ce qu'on fait. Mais... Il y en a certains que ça fait réfléchir, mais c'est encore. Que de la réflexion. Voilà, c'est ça. Peut-être que ça passera dans le futur, mais. Bah, qu'est-ce qui pourrait les pousser aujourd'hui? Ceux qui sont déjà en place, ils passeront pas pour l'instant, à mon avis. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Et est-ce que vous imaginez des leviers qui pourraient les pousser justement à le faire? Est-ce que ce serait, on va dire, soyons complètement utopistes, une refonte de la PAC qui va dans ce sens? Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait les pousser? Est-ce que c'est une éthique personnelle, l'éthique de ce qu'ils vendent, l'éthique de leur métier, ou est-ce que ce serait plus pragmatiquement aussi des pratiques qui sont déjà vraiment très, très ancrées, quoi? Non, mais il y a un modèle économique aussi qui est mis en place, c'est-à-dire que les coopératives, on va dire tous ceux qui nous achètent et vendent, leur modèle est basé sur la vente de produits phyto et d'engrais. Il n'y a que là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Sur le reste, ils ne gagnent pas d'argent. Donc, ils ne vont pas pousser leurs adhérents à passer en bio. Oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est un peu le problème. Oui, complètement. Et ce qui est intéressant aussi... Ah, pardon. Désolée. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on entend Vivien qui évoque le lycée de la Brosse et qui dit qu'a priori, il est plutôt minoritaire là-bas. Donc, c'est marrant que ça soit aussi bien sur l'exploitation qu'en formation, quoi. À l'époque, quand j'ai fait ma formation, j'étais le seul, on va dire, élève dans une exploitation bio. Sur combien d'élèves? Oula, je ne sais plus combien on était. À peu près. Entre 20 et 25. Ouais, voilà. C'est-à-dire, vous n'étiez pas 3 et du coup, tu n'étais pas une voix parmi 3 ou non, oui, il y avait quand même un petit peu de monde, oui. Mais après, c'était vachement diversifié. Il y avait tout. Il y avait des exploitants agricoles en grande culture, des éleveurs, des viticulteurs. Il y avait vraiment de tout. Et est-ce que cette formation d'ailleurs poussée au bio ou justement pas forcément? Comment? J'ai pas entendu. Est-ce que cette formation, elle poussait à une pratique du bio ou justement non? Non, pas tellement, pas tellement. À l'époque, c'était pas comme ça. Après, je connais quelqu'un qui a fait la formation l'année dernière et là, ils ont déjà commencé à modifier leur façon de penser, leur façon de transmettre. Donc, mais c'est pas encore non plus au top. Ouais, d'accord. Moi, ça fait écho. J'ai fait un BTS production horticole à Nantes et il y a un peu plus de 10 ans et ça commençait seulement en fait. Et en plus, selon les profs, il y avait vraiment cette version des fois très conventionnelle. Et là, aujourd'hui, quand on voit les cours, ça a changé. Donc, c'est plutôt encourageant aussi de voir ça. Et alors, on a vu aussi... le lycée de la Brosse est passé en bio. Hein. Leur élevage... Il y a quand même une évolution, on peut le dire. Comment? Pardon. On peut dire qu'il y a quand même une évolution aussi au lycée de la Brosse. Oui. Il y a vraiment... ça, c'est intéressant. D'accord. Voilà, oui. Il y a une filière bio. Et oui, effectivement, dans le film, il est évoqué le rôle de captage d'eau de votre protection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce que permet le bio à ce niveau-là, comparativement ou pas à une agriculture plus conventionnelle? C'est très important. Quand on est passé en bio, l'année d'après, les nitrates ont diminué de 40%. Oui. Le nitrate. On était à peu près à 50 mg et on est descendu à 30 mg et c'est resté à peu près comme ça pendant plusieurs années. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça change justement une diminution de nitrate dans le sol? Dans l'eau, au-dessus de 52 mg, normalement, l'eau est... Au-dessus de 52 mg de nitrate dans l'eau, on dit aux femmes enceintes de ne plus la consommer, on met en garde les enfants et ainsi de suite. Donc, 50, ça commence à être compliqué à gérer. Ok, ouais, non, c'est très intéressant parce qu'on voit, notamment, là j'élargis un tout petit peu le propos même à Lyon, c'est un enjeu les captages d'eau, notamment par rapport à Paris. Des fois, il y a des leviers même financiers pour encourager l'agriculture bio dans Lyon, pour protéger un peu les champs captant justement de l'eau qui va à Paris. Bon, bien sûr, on voit où sont les intérêts, mais voilà, ça peut être des leviers aussi très intéressants. Merci pour cet éclaircissement. On peut dire que justement, on peut ajouter que justement dans Lyon, on a des villages vraiment concernés par ce problème en fait.
Et donc, même en ce moment, je regardais, en novembre, on a des villages où on doit interdire l'eau dans Lyon. Donc, c'est vraiment très, très, très grave. Donc, il y a cette limite qu'il ne faut pas dépasser, les fameux 50 mg. Et bon, la question de cette limite, les conventionnels ne devraient pas se contenter d'être en dessous. Donc, c'est vraiment très important pour des convictions de protection de l'eau, justement, d'arrêter, en fait. Et ça fait longtemps qu'on le dit. C'est vraiment quelque chose c'est un sujet récurrent depuis une trentaine d'années. On en parle et donc le message est très, très long quand même. Tout à fait. Tout à fait. Et puis des fois, on se fait même rattraper par des produits rémanents. Je sais que dans Lyon, c'est le cas aussi avec l'atrazine, par exemple. Hein. C'est même quand on change les pratiques de manière contemporaine, on peut en plus avoir des résidus des pratiques anciennes. Et, c'est un sujet. Donc c'est Franck qui me disait que donc les molécules en fait ne disparaissent pas. Donc, et ça, beaucoup de paysans n'y croyaient pas. C'est un message qui a mis beaucoup de temps à passer parce que ça reste des années et des années. Tout à fait. Donc, il est urgent d'arrêter. Complètement. Puis malheureusement, on le verra aussi, le cas de la forêt n'est pas épargné par la question du traitement et la question des zones tampons, de l'eau. Enfin, oui, non, c'est vraiment un sujet. Les pollutions aujourd'hui. Ça pose la question aussi, même quand on veut se reconvertir, il ne s'agit pas forcément de considérer qu'on repart de table rase, mais des fois vraiment un impact des anciennes pratiques qui sont assez importants. Et donc, du coup, là, plus pragmatiquement, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos liens pour, on se dit, s'il y a des gens qui ont envie de venir acheter chez vous, même pour les points de vente, etc., comment, en gros, ils peuvent y accéder. Ça même nous, ça nous intéresse. Oui. On passera. Pragmatiquement, oui. Du coup, ça nous a donné envie de venir, donc on viendra directement. Et puis, peut-être une question aussi d'ouverture par rapport au changement climatique. Enfin, d'ouverture, il y a peut-être d'autres questions, mais par rapport au changement climatique, bon, on se doute, on ne va pas vous demander en tant qu'exploitation d'avoir fait de la prospective sur le changement climatique, puisque déjà, à l'échelle du territoire, de la région, ils ne l'ont pas fait. Mais on peut supposer que, vu vos pratiques, vous êtes normalement plus à même on va dire, de résister ou d'être résilient par rapport à ce qui va nous arriver. Est-ce que ça, par exemple, même en termes d'utilisation de l'eau, d'impact, puisque vous avez une diversité importante, et ça, du coup, ça évite d'avoir, d'un seul coup, s'il y a un impact localisé sur une culture ou un pathogène lié notamment au changement climatique. Voilà, ça c'est intéressant, c'est que vous avez quand même vous semblez plus résilient que quelque chose de plus conventionnel. Quoi. Bon, c'est un peu une question-remarque, si vous êtes d'accord, très bien. Et puis de toute façon, le réchauffement climatique, le changement climatique va un peu guider, j'ai envie de dire, les interventions de nos réalisateurs. Et peut-être ça peut être l'occasion de passer au prochain, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que vous voulez dire quelque chose éventuellement avant qu'on passe aux Pays-Bas? Non, franchement, on a dit ce qu'on avait à dire. Ok, super. Parfait. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Puis, par contre, n'hésitez pas au fil des interventions, si vous avez envie de poser des questions ou faire des remarques sur les autres films, vous serez tout à fait bienvenus. Vous nous faites un petit signe et on vous passe la main sans problème. Okay, d'accord. Donc, on va s'adresser maintenant à Vincent Moissenet. Nous entends-tu? Oui, très bien. Bonsoir à toi. On va te poser la même question que pour le film précédent, un peu de base. Quelle est l'intention, on va dire, de ce film? Un peu pourquoi ce choix? Et une question qui, là, c'est plus la mienne. Est-ce que ce documentaire se veut neutre et informatif? Oula, ouais, on ne peut pas être vraiment neutre en faisant un documentaire sur un sujet comme ça. Ce qui était, en tout cas, l'origine du projet, c'était de travailler sur un certain nombre de mouvements dans l'histoire, de mouvements de société. Et on a travaillé à peu près depuis le début du 19e siècle sur différents mouvements sociaux, principalement en France, en Europe aussi, aux États-Unis. Enfin, on a abordé plein de sujets cette année-là. Et puis, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner aux Pays-Bas avec une classe. Et j'ai cherché un petit peu ce qu'on pouvait faire là-bas. J'avais envie quand même d'emmener les élèves cette année-là à l'étranger.
Et les Pays-Bas, bien entendu, toute la réflexion écologique me paraissait assez intéressante. Mais j'avais une assez vague idée en fait de ce que je voulais faire et justement, ne connaissant pas trop le terrain, j'ai fait une petite une semaine de repérage avec ma famille pour essayer de trouver des sujets un petit peu plus originaux. Voilà. Donc après, il y a eu, j'ai dû pas mal chercher quand même pour préparer ce reportage. Et puis j'ai été beaucoup aidé par l'ambassade en fait des Pays-Bas à Paris, qui a été d'une aide absolument incroyable. Et donc ils m'ont beaucoup aidé, non pas forcément à trouver les contacts ou le sujet, mais disons à faire en sorte qu'ils nous accueillent bien, qu'ils nous répondent. Voilà, parce que une classe française qui travaille sur l'écologie aux Pays-Bas, pour rencontrer, disons, des intervenants de qualité, c'était vraiment compliqué. Au début, je n'y arrivais pas. Et puis avec en revanche un petit coup de fil de l'ambassade, oui, ça facilite. Voilà. Et l'idée, c'était de poser vraiment une question, d'arriver un petit peu comme dans le film sur la forêt, un petit peu en candide, mais peut-être avec notre regard de Français sur les Pays-Bas, c'est-à-dire avec les villes où on circule beaucoup à vélo, voilà, en fait beaucoup d'écologie dans notre imaginaire. Et puis en fait, quand on découvre la société néerlandaise, le mode de vie, l'hyper-technicité de la vie quotidienne et professionnelle, commerciale et économique, on revient évidemment un peu à cette idéalisation un petit peu, et on découvre plein de sujets tout à fait passionnants, mais pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont évidemment très en avance parce qu'ils sont les fesses dans l'eau, comme on dit un peu, depuis le début. Donc, ils se disent, voilà, on écope. Donc, ils ont inventé des tas de techniques. Et moi, ce que je trouvais intéressant, parce que finalement, on a abordé plein de petits sujets, on est allé dans beaucoup d'endroits et au Flevoland, donc c'était faire connaître un peu des lieux que les gens ne connaissent pas forcément des Pays-Bas, mais aussi de montrer qu'ils ont cette culture démocratique sur des sujets, nous, qu'on gère très mal, comme l'eau. On vient de parler de l'eau, par exemple. On voit bien qu'avec les grandes multinationales françaises qui ont été créées au XXe siècle, qu'on a justement délégué ça. Et en plus, on s'est rendu compte que c'est un formidable outil économique. On pouvait se faire plein d'argent. Donc, moins les gens s'en préoccupaient, moins il y avait de démocratie. Mieux c'était. Et puis, du coup, voilà, bien, la corruption, les marchés, la diversification. Comment ça, le libre marché ne suffit pas pour avoir une gestion efficiente de l'eau? Je sais pas, ça pose réflexion quand on voit la forêt, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, je pense qu'il y a des liens entre, quand je regardais le film sur la forêt, je me dis, oui, c'est un peu comme pour l'eau, quoi. C'est un peu les mêmes combats et surtout la même difficulté à se faire entendre, alors que ce sont des sujets absolument fondamentaux. Bien sûr. Oui, et puis on voit que du coup, le cas de la gestion publique de l'eau est plutôt minoritaire en général. Pour le coup, que ce soit chez nous ou aux Pays-Bas, c'est souvent cité en exemple un peu vertueux, mais ce n'est pas le modèle dominant aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Et c'est vrai qu'il est très... Alors, une remarque aussi sur le film, il est dense en termes d'information. Ça, bravo pour ça, parce que on est un peu... le fil conducteur, c'est l'eau. Et en fait, on voit différents aspects de l'aménagement, l'historique. Enfin, c'est super intéressant. Et est-ce que tu veux poser peut-être la question? Il y a des questions déjà qui nous parviennent un peu, du coup, qui peuvent être répondues, entre guillemets, assez rapidement. Je ne suis pas néerlandais, attention aux questions. C'est dommage, parce que du coup, ce sera des réponses brèves, voire pas de réponses, on va les poser quand même. Non, je plaisante. Est-ce que certains collégiens du projet sont restés accros à la réalisation et ou à l'environnement? Est-ce que ça a suscité des vocations? Attendez, je vais dire des bêtises. Cette année-là, je ne sais plus trop. Es-tu toujours en contact avec des élèves de ce projet? Oui. Mais pas forcément des élèves qui ont continué à faire du cinéma. D'ailleurs, c'est pas l'objectif de ce projet. C'est plutôt un projet, justement, de la pédagogie de projet pour faire en sorte que
des profs travaillent ensemble sur un voyage et puis sur la découverte de cette façon de s'exprimer. Après, s'ils faisaient tous à la fin de l'audiovisuel, mon Dieu, on serait bien embêtés. Donc, il vaut mieux les sensibiliser. En place, hein. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont justement, alors bon, peut-être qu'ils ne sont pas mis forcément au tournage, mais est-ce que par exemple, enfin tu t'en rappelles peut-être pas, mais en termes même de niveau de connaissance ou de conscience qu'ils avaient du sujet, est-ce qu'à ton souvenir, il y avait un décalage par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont découvert vraiment ça, ou ça venait peut-être juste élargir, approfondir ces sujets-là? Par rapport à un élève de 14 ans, quand il est en quart et qu'il arrive à Amsterdam, voilà, il ouvre les yeux, c'est sûr. Hein, et puis, il voit surtout les garages à vélo qui n'en finissent pas à côté de la gare, enfin, des choses qui sont inhabituelles chez nous. Des vélos qui vont leur passer dessus à toute vitesse quand ils marchent tranquillement. Ils pensent marcher sur le trottoir, mais ils marchent sur des pistes cyclables, etc. Enfin, c'est vraiment des découvertes hyper terre à terre, mais en même temps, ils découvrent un autre mode de vie. Voilà, tout simplement en voyageant. Hein. Puis après, évidemment, avec tous les reportages, les questions qu'on pose là, et ça les ouvre à une découverte beaucoup plus à la fois historique. Hein. C'était le but, c'était d'essayer de comprendre d'où vient aussi ce savoir-faire en termes de pompage, de construction de digues, etc. Donc, tout ce qu'on voit. Je pense que le but, c'était vraiment qu'on comprenne bien ça et puis qu'on voit qu'ils ont vu ça comme finalement une possibilité de se développer, pas à l'infini, mais tout simplement trouver des terres pour une population qui ne cessait d'augmenter, une population à nourrir. Et d'une certaine manière, ils ont peut-être aussi essayé de faire de répondre à des questions locales, territoriales, d'alimentation. Ok, entendu. Donc, c'est vraiment, je pense, très enrichissant pour les élèves. Complètement. Alors, on a du coup aussi pas mal de questions sur la forêt, donc je ne sais pas si on fait on refait un petit, je pense, un passage par la forêt, et on revient après, je pense, sur les Pays-Bas, parce que alors nous, on a les questions du chat en même temps, hein. Donc, pour Anne, alors, on avait une première question par rapport à la période de la réalisation du film. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la gestion en fait de cette forêt, et où en est cette lutte en fait, et s'il y a toujours une lutte, et où est-ce qu'elle en est? Alors, ouais, je vais. Le film, il s'étale sur 3 ans à peu près. Et donc, je montre j'essaye de montrer tous ces militants que j'ai rencontrés et que j'ai écoutés et qui m'ont appris des tonnes de choses, qu'ils soient amoureux de la forêt, comme je dis, ou qu'ils soient lanceurs d'alerte, ou qu'ils soient forestiers de l'ONF. Je les ai beaucoup écoutés, et ça fait comme une prise de conscience de ce qui se passe. Est-ce que la gestion a changé? J'aurais dû inviter certains des héros du film, parce que moi, du coup, je ne suis pas une spécialiste. J'écoute, je les ai écoutés, je vous le fais passer, mais je sais que ça va mal, que ça continue à couper, que les coupes rases, ça n'en finit pas. En ce moment, c'est catastrophique. Ils avaient même le droit de le faire pendant le confinement. Il y a eu, on a on a photographié devant notre Carouège, là, le café où beaucoup de choses se passent pour l'association André Morvan, un camion chinois qui partait, donc qui ramassait ces fameux chênes qui partent en Chine pour se faire transformer en parquet français qui revient après, quoi. Mais le parquet, il est fait là-bas. Le produit fini qui revient, quoi. Oui. Voilà. Et sinon, les coupes rases, ça continue. On a fait
depuis la dernière grande lutte, c'est celle qu'on voit dans le film où on a dessiné un grand stop avec nos corps là, et c'était assez impressionnant et ça a fait beaucoup parler. Et ensuite, suite à ça, il y a eu énormément de journalistes qui sont venus nous voir. On a eu des reportages partout, à FR3, je dis toujours Antenne 2, mais ça c'était de mon temps, comment on dit, France 2, à Arte, à France Culture, à France Inter. On a eu des reportages. Ça fait parler. On arrive à faire parler. De là à ce que ça change, j'ai l'impression que ça va vraiment très mal encore. Et on est très, très... on fait peur et on est assez... Enfin, on est très maltraité. On est traité de... Extrémistes ? Pardon, oui, d'extrémistes, de terroristes, d'écolos, je sais pas quoi, de doux rêveurs, enfin tout, quoi. Oui. Mais madame, moi, les fois où j'étais toute seule aussi, comme ici, il n'y a pas de spécialiste pour m'épauler, mais on me disait, mais madame, enfin, vous n'y connaissez rien, vous savez bien qu'il faut vendre du bois, hein, il faut bien... et puis, avec un mépris absolument... Et on parlait tout à l'heure de démocratie, là, c'est vrai que on le voit bien dans le film, il y avait 2 représentants quand ils ont voté à la région, à Besançon, quand au départ ça devait être à Dijon, et puis quand ils ont vu qu'ils ont quand même un peu peur de nous, ça fait un peu plaisir, quoi. On le voit bien, Isabelle, du début, elle dit, je crois que je les ennuie un petit peu. Oui. Et ben, on devait aller manifester, le contrat régional devait être signé à Dijon. Ils ont déplacé à Besançon, pensant qu'on n'irait pas jusqu'à Besançon. Et vous y êtes allé. Voilà, donc on les ennuie, mais vraiment, on est quand même... moi, il me semble que c'est vraiment la lutte du pot de terre contre le pot de fer, quoi. Ils sont vraiment très forts, ils sont très organisés. Et voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il y a une certaine déconstruction de certains mythes. C'est-à-dire que ce qui est dit, c'est qu'en gros, je caricature, mais les gens pensent que la forêt est protégée parce qu'il y a l'ONF. Or, en fait, l'ONF s'occupe des forêts publiques qui ne constituent qu'un tiers des forêts en elles-mêmes. Et au final, on arrive sur à peu près 8%, il me semble, des forêts au total. En sachant non, c'est 8% du territoire français qui est géré par l'ONF. 8% du territoire français, pardon, oui. Oui, c'est quand même pas mal, mais le problème, c'est que dans le Morvan, bon, déjà, en France, comme le dit le gars de l'ONF, en France, on n'a pas beaucoup de forêts gérées par l'ONF, de forêts publiques, mais dans le Morvan, encore moins. D'accord. Dans le Morvan, c'est une terre de forêts privées, et donc avec beaucoup de petites parcelles. Et donc, les gens se font avoir, comme il le dit à la fin du film. Un jour, on propose 10 000 euros. Qui n'est pas intéressé? Et puis, il faut un véritable attachement pour se dire, ah non, je ne vais pas faire ça. Et il y en a plein qui vendent, quoi. Et donc, comme je dis dans le film, quoi, la plupart des forêts appartiennent à la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Donc, je sais plus où je voulais en venir. C'est pas grave. J'ai une petite remarque peut-être de Yann Nature. Je pense que c'est Yann Nature Environnement qui peut peut-être qui rebondit sur ce que tu étais en train d'évoquer. Qui disait que l'État a proposé de faire un essai en fait sur certaines communes du Morvan pour limiter les coupes à 2 hectares et peut-être l'étendre à l'ensemble du parc naturel régional du Morvan. On espérait limiter à 0,5 hectares, mais ça n'est pas passé. Oui. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, ça. Oui, alors ça, c'est un autre versant de la lutte. Il y a eu des commissions parlementaires, une menée par Mathilde Panot de la France Insoumise et puis une autre par Cathenot, je ne me souviens plus comment elle s'appelle son prénom, de La République En Marche. Et je ne me souviens plus exactement comment ça... Mais effectivement... nous, on avait demandé à ce que ce soit limité à 0,5 hectares
les coupes rases et on est arrivé à la proposition de 2. Mais ce n'est pas encore passé, D'accord. d'après ce que je sais. Et puis, ce qui est décrit dans le film, c'est aussi que c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'à la base, bah oui, effectivement, d'un coup, il y avait 50 hectares, 70 hectares qui disparaissaient. Et donc, évidemment, c'est impressionnant, ça peut même choquer. Mais au final, la théorie le stratagème du mitage, en fait, où bah, au fur et à mesure, et bah, le résultat est le même, mais ça se fait progressivement, donc on ne le voit pas. Et la déforestation, en tout cas, le fait de remplacer ces feuillus par ces pins, continue malgré tout. Ouais. Et je ne sais pas comment. Ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai rencontré tous ces gens, c'est que justement, la lutte contre les coupes rases et la plantation et la monoculture de Douglas, elle est très populaire. Enfin, elle est très populaire. Les gens sont très attachés à la forêt. Et donc, quand on a fait ce fameux stop là. On était vraiment très nombreux. Quand on a manifesté, comme on voit des petits bouts de manifestation dans le film, il y a des gens de tous les milieux, de tous les âges. C'est une lutte populaire et dans la lutte, il y a l'agrégation comme ça de différentes personnes, y compris de ces forestiers. Et ça m'a vraiment plu, les forestiers de l'ONF, de ce syndicat qui s'appelle le Snupfen Solidaire. Ils sont super contents qu'on vienne appuyer leur lutte parce qu'eux, ils défendent des gestions différentes, des études pour voir comment la forêt réagit au changement climatique. Et cette agrégation de gens non spécialistes, simplement peut-être même ramasseurs de champignons, peut-être même promeneurs, petits propriétaires et de forestiers, ça permet de rêver à une certaine démocratie, mais qui n'existe pas vraiment chez nous encore, quoi. Alors la chose la plus positive, c'est l'existence de la création de... Oh là, les mots me manquent. Quand on achète de la forêt ensemble et que pour la gérer différemment. Des groupements forestiers. forestiers. Groupements forestiers, Ouais. voilà. Donc, il y en a un qui est assez ancien dans le sud Morvan, et puis il y en a un tout près de chez moi, à Brasty, le Chat Sauvage, et puis on entend parler que ça commence à faire des petits un peu partout. Et ça c'est... Alors, ça ne correspond qu'à très, très peu d'hectares, mais ça peut vraiment être une solution alternative et où en plus on peut faire des plans sur la comète pour savoir comment ça va se passer avec le changement climatique. Et déjà on sait que plus on gardera d'arbres autochtones, plus on aura des chances qui résistent et pas mettre des espèces qui... Bien sûr. Et puis le mélange aussi, toujours un petit peu comme le GAEC tout à l'heure, la diversité des espèces qui est un facteur de résilience. On ne sait pas encore tous les impacts du changement climatique, mais il y a un peu des assurances, en tout cas, qui sont à minima la diversité. Et ça, on l'entend bien aussi comme discours. Donc ce groupement foncier agricole, ok. Forestier, excuse-moi. Oui, non, mais parce qu'il y a les groupements fonciers agricoles. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est toujours intéressant les initiatives collectives comme ça et de réappropriation en tout cas de ces patrimoines, on va dire. Et on avait une petite question, justement, il y avait une question sur les initiatives pour acheter des morceaux de forêt par des privés qui se regroupent. Donc je crois que là on est plutôt pas mal. Et ce qui revient effectivement, alors oui, petite question peut-être un peu plus anecdotique, mais est-ce que les jeunes achètent des sapins ou est-ce que le sapin est générationnel? Ça, moi, je n'ai pas d'élément de réponse. Je sais que nous, moi, j'espérais qu'on ferait une lutte plus importante que ça contre les sapins. C'est vraiment monstrueux ce qui se passe. Alors, on s'y est pas encore... le problème, c'est que le sapin de Noël, la culture du sapin de Noël, ça fait partie du domaine de l'agriculture. Donc, ça ne concerne pas du tout, par exemple, l'ONF. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de lutte encore menée
mais je pensais que ça allait démarrer la suite à l'histoire du maire de Bordeaux. Oui. Et, puis, et chez nous, c'est un problème monstrueux, quoi. Comme dit le gars dans le film, on a des villages, c'est pas les nitrates, là, c'est ce qu'on met sur les sapins qui sont. On peut plus boire l'eau. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, là, pour le coup, c'est un peu transverse. Alors, justement, le GAEC n'est pas dans la monoculture, mais ce qu'on voit, par exemple, dans la forêt, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire que la forêt, ce que tu nous disais aussi, a un peu subi ce qui a été fait en agriculture, c'est-à-dire cette monoculture, absence de diversité totale, industrialisation. Alors, on se demandait même, ça c'était peut-être une question aussi pour justement rebondir un peu sur les Pays-Bas, on voit un modèle, donc il y a un moment donné, c'est du bio qui est présenté. On n'arrive pas trop à voir, moi j'ai l'impression de voir plutôt pas beaucoup de diversité, enfin, j'ai l'impression que c'est du bio en monoculture, mais c'est peut-être une impression. Voilà, on voit qu'il y a plein de modèles même bio, donc tu as le bio en fait du GAEC diversité. Tu as la monoculture dans la forêt et tu as éventuellement le bio un peu technologique du Pays-Bas. Voilà, ça c'était intéressant aussi. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre comme bio, oui. Je sais pas si Vincent Moissenet veut nous en parler un petit peu de qu'est-ce que tu as, comment tu l'as vu, toi. Ça finit un peu, enfin, c'est pas que ça finit là-dessus, mais c'est plutôt à la fin, justement, sur cette agriculture bio qui, comme ça, de prime abord, ressort un peu même les arguments qu'on peut entendre il va falloir, voilà, oui, effectivement, qui sont d'habitude entendus même dans le conventionnel, il va falloir nourrir le monde, etc. On peut utiliser même de la technologie pour être précis, pour utiliser moins d'intrants et tout, mais au final, et du coup, c'est dit comme bien. Au final, quand on regarde le paysage, on a quand même l'impression qu'on est dans une agriculture industrielle. Alors, est-ce que tu as des éléments là-dessus ou est-ce que c'est une impression qu'on a eue? Si Vincent est toujours avec nous. Et s'il veut répondre. Et si, bien sûr. Ouais, j'avais désactivé mon micro, désolé. Ah oui, pour pas vous embêter, mais là, ça, c'est un sujet qui m'a intéressé. On n'a pas pu l'approfondir parce qu'on n'avait pas assez de temps. Donc, c'est sûr qu'on manque de témoignages sur ce sujet-là, mais je trouvais que c'était quand même important de l'aborder dans cette deuxième partie qui est en fait sur les innovations, les solutions. Enfin, bon, tout le monde cherche en même temps. Donc, il y a évidemment toutes ces technologies numériques avec les satellites et puis les drones. Donc, ça envahit de toute façon maintenant le monde agricole, pas seulement aux Pays-Bas, mais en France aussi. On utilise les drones de plus en plus. Ça me rappelle le film justement sur la forêt. Ce petit drone aussi qui se balade et qui observe en même temps, mais c'est un outil d'observation et du coup, pour dénoncer aussi, c'est quand même assez pratique de montrer ce que c'est qu'une coupe rase vue d'en haut. Là, donc, les agriculteurs, c'est plutôt des données en fait qui vont chercher l'observation et puis après, c'est analysé par des logiciels, etc. C'est traité. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais là, disons que c'est un peu l'équivalent du préfet en fait qu'on a rencontré, du préfet de région. Et donc ça, c'est un sujet qu'ils connaissaient assez bien parce que c'est comme le Flevoland est vraiment la dernière province créée et que c'est un petit peu leur image de marque. En plus, ils souffrent d'un manque de reconnaissance. C'est une province qui est encore peu peuplée. Ils essaient de lancer comme ça des modèles un peu économiques et un peu high-tech. Vous avez pu remarquer, comme personne ne se plaint des éoliennes, ils en mettent partout. Donc, ils vont quand même… Oui, mais en même temps, c'est leur dynamique économique qui est là-dessus. Et ils vont essayer de montrer aussi qu'ils ont une image beaucoup plus moderne et beaucoup plus 21e siècle que le reste des provinces. Et puis, pour l'agriculture, c'est un peu la même chose, mais le maraîchage est extrêmement… Oui, c'est très industrialisé. Donc, il y a toute une réflexion économique pour après commercialiser les productions qui se font donc au Flevoland. Pourtant, c'est pas une région hyper chaude, mais voilà, ils
ils cultivent comme ça de manière en essayant de limiter le plus possible les intrants. Bon, ils font du bio, mais c'est effectivement une culture bio, un peu comme en Belgique ils font aussi. Hein. C'est un peu comme en Allemagne. Hein. C'est un modèle aussi qui permet de réduire les coûts et puis ça répond à une demande aussi, une demande urbaine. Hein. Voilà. Après, les produits sont emballés, sont envoyés dans des coopératives, dans des grands magasins. Voilà. C'est ce qu'on trouve aussi chez nous, mais peut-être un peu plus encore là-bas. Ça m'a évidemment frappé, puis les élèves aussi, quand il nous a parlé de ces machines qui, à 2 mm près, sont capables de désherber. C'était un peu... Je me suis demandé s'il maîtrisait vraiment le sujet ou si ce n'était pas de la science-fiction. Mais en tout cas, voilà. La promotion, parce que vu que tu as été mis en contact avec l'ambassadeur, c'est toujours une très bonne image de dire nos techniques, elles sont parfaites. Enfin, juste, rien à dire, nous allons nous réunir. Il y a un discours politique qu'il faut... peut-être demander aux Gaël ce qu'ils en pensent. Oui, voilà. Effectivement. Chacun défend en même temps. Voilà, ils peuvent avoir un point de vue sur la question. Complètement. C'est une parfaite transition que tu proposes. Merci beaucoup. Et du coup, nous passons la parole effectivement à Thibaut sur ce sujet-là qui, effectivement, là, va, je pense, confronter des points de vue différents. Ou peut-être pas. On utilise un GPS par exemple, pour la conduite du tracteur parce que voilà, ça nous soulage. Et puis aussi, on utilise du matériel moderne, c'est-à-dire avec des bons sièges, parce que aussi on a mal au dos. Et puis quand on est longtemps dans un matériel, voilà. Puis il faut aussi qu'on soit un peu attractif, parce que sinon, il n'y a plus personne qui voudra venir travailler dans les exploitations. Ah oui. Et comme la transmission, c'est pas toujours évident. Comme un tiers des agriculteurs vont partir en retraite d'ici 10 ans, donc il va bien falloir qu'on attire un peu les gens. Oui. On ne peut pas être contre toutes les nouvelles technologies. On n'entend pas super. Non, on n'entend pas très fort. Je mets plus fort notre son. Voilà, comme ça on aura, je pense, mieux. Oui, puis il y a un enjeu en plus là localement sur effectivement le vieillissement de la population, le non-renouvellement des populations agricoles. Donc c'est vrai que c'est des enjeux toujours. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, et qui rapproche peut-être un peu plus le GAEC, le film du GAEC et la forêt, c'est ces imbrications entre les échelles en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est des problématiques locales, voire des luttes des fois territoriales comme la forêt. Mais c'est toujours imbriqué dans des décisions qui sont au niveau national, au niveau européen, donc la PAC. Les Pays-Bas, ce n'est pas forcément dit, mais au final, on sait très bien que c'est aussi des politiques donc, qui vont émaner souvent de la Commission européenne. Ce qu'on va appeler, là, le dernier exemple sur on va dire, une façon de revoir la gestion de l'eau, on peut appeler ça les solutions fondées sur la nature. C'est aujourd'hui un paradigme qui est porté au niveau européen pour en gros, passer de cette politique un peu de résistance à l'eau, face à l'eau, les digues, les infrastructures lourdes, le béton et tout, et en fait plutôt faire avec les aléas et rétablir le bon fonctionnement des écosystèmes. Et là, c'est transverse, c'est-à-dire au final en agriculture, c'est-à-dire avoir des sols qui sont de nouveau avec une certaine biodiversité qui permet la régulation notamment de l'eau. La forêt, c'est pareil, on a le moment où la zone tampon, les arbres qui permettent, les ripisylves qui permettent aussi de filtrer. Et c'est pareil, les forêts du Morvan, elles filtrent l'eau qui part à Paris. Ils devraient être conscients, comme vous disiez pour Lyon, que en fait, on est en train de bousiller le système de filtre de l'eau qui arrive sur Paris. Donc, c'est vraiment grave, quoi, très grave. Tout à fait. Tout à fait. Et on se disait, peut-être, Vincent, est-ce que tu ne voudrais pas diffuser à tes élèves le film sur la forêt? Comme ça, une première action, ça pourrait être le refus des sapins de Noël. En tout cas, parmi les... j'ai donc envoyé le film à tous les gens qui sont dedans. Et il y en a plusieurs qui m'ont répondu qu'ils trouvaient que c'était assez pédagogique, finalement, ce petit personnage qui est un peu naïf,
comme il est animé aussi, et que il voyait bien ça pour enfants, enfin pour jeunes, quoi. Et ça m'a touchée parce que j'ai été prof moi aussi, hein, d'histoire géo. Et ça m'a, enfin voilà, je pense qu'effectivement ça serait un film qui serait bien pour des jeunes, pour discuter justement de notre attachement à la forêt, de ce que ça représente dans notre imaginaire. C'est très très important dans notre culture. Et ils sont en train de la foutre par terre, quoi. Il y aura plus la forêt ancienne. Alors, si je peux revenir justement sur... je ne suis pas forcément d'accord avec le côté naïf de ton personnage, parce que quand même, à la fin, il y a une reproduction de l'événement de la place Tiananmen, qui n'est pas forcément très naïf. Je pense que... elle est devenue combative, elle. Elle n'est pas naïve. Non, elle n'est pas naïve. Et justement, le film, justement, celui que tu as fait, il n'y a pas forcément, je pense, le temps même dans les autres de développer cet aspect, mais il y a un retour politique et critique des discours officiels. Alors que, on va dire, il y a une explication vraiment dans le cas du GAEC, une démonstration. Dans le cas des Pays-Bas, c'est plus, on va dire, un avis des personnes qui ont tout intérêt à ce que ce soit bien vu, sans forcément le retour critique. Toi, ce qui est intéressant, c'est que la critique, au final, qui est faite dans ton film, elle serait presque applicable dans les autres cas, et notamment, on va dire, en gros, la privatisation du vivant, l'industrialisation, et au final, le fait qu'on remplace, on prétend remplacer des arbres par des autres, donc de la forêt par une autre forêt, alors que non, ce n'est pas ce qui se passe, tout comme ce n'est pas le cas, c'est pas la même chose d'avoir une diversité de cultures que d'avoir plein de champs en monoculture, mais qui soient bio. Donc, comment faire avec ça, en fait? Non, effectivement, tu as raison, c'est pas vraiment naïf, c'était que pour montrer une prise de conscience, c'est-à-dire au départ, elle ne sait pas, comme moi, et petit à petit, elle apprend. Et effectivement, à la fin, elle a envie de grimper sur et de lutter. Mais c'est très bien dit, excuse-moi, mais justement, ce que tu viens de dire par rapport à la séquence où tu dis avant, quand je ne savais pas. Voilà. Il est vraiment, je trouve que c'est un passage très juste parce que une fois qu'on sait tout ça, alors bon, ça peut être même un peu déprimant parce que je sais que j'ai bossé au ministère de l'écologie, j'ai vu vraiment l'impuissance de l'intérieur et de l'extérieur, mais quand on se promène, que ce soit dans des monocultures, j'ai habité dans la Beauce ou dans la forêt ou quoi, et qu'on sait, on n'a plus du tout la même lecture du paysage, on a une lecture plus politique, peut-être aussi subjective, mais politique, et ça, c'était chouette aussi dans ce film-là. Il y a des mots très durs, il y a des mots qui disent mais en fait au final si j'avais su j'aurais pas forcément pris la défense de la forêt. Des fois ça donne envie de tirer une balle et en fait ces propos-là on se dit ah oui quand même en fait c'est pas que des gens qui aiment les arbres, ils sont en train de lutter contre des choses dont on ne soupçonne pas la force en fait. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'il y a un enjeu énorme au niveau de la forêt et on peut tout à fait faire le parallèle avec l'agriculture où en fait l'industriel et le conventionnel, c'est la grosse majorité et ceux qui essayent de ne pas en faire, ils doivent lutter et souvent très très fort. Oui, c'est ça. Et puis ils sont, moi je les ai trouvés remarquables, quoi. C'est des gens, comme je le dis à un moment quand je suis derrière eux, quand ils marchent, c'est un véritable sacerdoce, c'est-à-dire ils répètent et ils répètent et ils répètent et ils répètent et ils essayent de convaincre et ils vont se battre et vraiment c'est un... et les gars de l'ONF, là, c'est vraiment le gars qui explique, qui fait mettre un bandeau sur les yeux puis qui fait reconnaître les arbres. Il n'avait pas repéré que je le filmais. Il fait ça pour une petite personne, pour cette femme, et il lui montre ce que c'est qu'un charme et qui d'ailleurs visiblement sait ce que c'est. D'ailleurs, c'est une fille qui a l'air de... Et ils passent, quand ils font cette fête-là qui s'appelle Forêt Debout, ils passent un quart d'heure ou une demi-heure avec chaque personne. Ils ont une conscience de... On dirait des profs, quoi. Ah oui, ils sont très, très touchants. D'ailleurs, j'avais appris par le film qui s'appelle Le Temps des forêts, là, que il y en a beaucoup qui se suicident à cause de leurs directives et de ce qu'ils doivent faire et qu'il
en proportion, plus de suicides qu'à France Télécom. Là. Donc c'est vraiment, effectivement, pas drôle, oui. Ça, c'est sûr. Complètement. Eh bien, merci. Alors, on va peut-être passer donc à la conclusion et on va avoir du coup une question pour chacun d'entre vous. Quelles seraient vos ambitions pour l'environnement dans Lyon? Et on peut commencer, on va reprendre peut-être par le GAEC. Voilà. Est-ce que vous avez des ambitions pour l'environnement dans Lyon? Ou même comment vous pourriez être aidé en fait pour développer votre action? De quoi vous auriez besoin concrètement? Ou qu'est-ce qui est vraiment possible pour vous de faire pour vous accompagner dans vos démarches? Qui répond? Pour nous aider. Franck, peut-être? Je ne sais pas qui répond, en fait, c'est une question pour qui? Une question pour tous les Dalton. Un Thibaut ou Pascal, hein, mais plutôt Bon, en fait, nous, l'ambition, elle est quand même claire, en fait. Hein. C'est de gagner les surfaces en bio, tout simplement. C'est ça, c'est petit à petit. Donc, et ça va peut-être pas assez vite, évidemment, c'est ce qu'on dit, mais l'objectif, il est vraiment là, en fait. Il est de convaincre. Donc, je reprends les mots de l'association Lyon Nature Environnement, de convaincre les agriculteurs en conventionnel à passer en bio pour toutes ces questions de protection de l'eau et de l'environnement et pour les questions de santé, en fait. Mais donc ça, c'est l'objectif. Mais autrement, on a peut-être quelque chose d'un petit peu plus, pas utopique, mais qui s'adresse vraiment à tous, c'est sur l'alimentation. C'est tout simplement par l'alimentation, mieux s'alimenter. Et par là, donc les producteurs bio seront aidés si les consommateurs consomment bio. Donc l'idée, elle est là. C'est vraiment par l'assiette qu'on peut changer les choses, en fait. C'est tout simple. Donc on a l'humain d'un côté, la nature, et entre il y a l'assiette, on ne va pas se passer de se nourrir. Et donc si on change notre alimentation, on va vers plus de surface en bio. Voilà. Et puis nous, on va rajouter, et aussi par la PAC qui est en train d'être renégociée, donc à la fois du local, la consommation, et puis du niveau européen qui est dans les, on va dire, la structuration. Très bien. Non, vous avez étudié la question. Et on peut même rajouter la sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait de conjuguer un peu les deux. Et du coup, peut-être une réponse des Thibaut sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Lyon et qu'est-ce qui sera possible de faire pour vous? Ce que je voulais dire, c'est aussi qu'on arrête le double discours politique. D'un côté, on veut développer la bio et de l'autre côté, on arrête les aides à l'agriculture. Oui, tout à fait. Le maintien, l'aide au maintien. Le maintien nous a été supprimé cette année à tous les agriculteurs biologiques qui étaient en bio depuis longtemps. Complètement, oui, tout à fait. Et de l'autre côté, on va mettre des plans éco-phyto qui vont engloutir des millions pour aucun résultat. Oui, et puis qui durent des années et des années. Et, oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiguïté à ce sujet-là au plus haut niveau. Donc la question n'est pas vraiment prise au sérieux. Donc voilà, les bio dérangent quelque part, on dirait, on a presque cette impression. En fait, on veut une alimentation saine, on veut en fait des cultures qui protègent mieux l'environnement, on va vers l'agroécologie, mais tout ça, c'est des diminutions, mais c'est pas l'arrêt total. Donc c'est ce qu'on souhaite en fait, c'est aller plus loin que tout ce que propose le gouvernement, parce qu'en fait, comme dit Franck, il y a des doubles discours. Bien sûr. Très bien, merci pour votre réponse. Du coup, on va s'adresser peut-être à Vincent Moissenet. Est-ce que, du coup, pour Lyon, localement, est-ce que tu as des ambitions, des projets, des choses à nous dire par rapport à l'environnement? Moi, j'encourage sur le modèle des Néerlandais, pas parfait, mais on pourrait s'inspirer de leur modèle par rapport à l'eau, où il y a des vraies élections, des conseils de l'eau, où les gens sont élus par la population dans chaque village. Moi, j'ai un village en ce moment où il y a justement une réflexion par rapport à la protection du captage qui est très pollué. Donc, parfois, on essaye de s'intéresser à une réunion et on se fait exclure parce qu'on n'a pas été invité, etc. Donc, on voit bien que c'est le sujet qui dérange. Pour moi, c'est un sujet crucial. Il faudrait que les gens se mobilisent davantage, rejoignent les associations, l'ADENI, Lyon Nature, Environnement. Ils font un vrai travail là-dessus. Il y a plein d'autres associations locales. Donc, voilà. Merci, Franck. La mobilisation. Merci Vincent, pardon.
Merci Vincent d'avoir passé le message parce que c'est justement ça qui est important. En fait, c'est par les associations, par le fait d'adhérer aux associations qu'on pourra davantage intervenir en fait au niveau des débats et des actions. Agir en fait. Ce qu'il faut, c'est agir. Agir collectif, en fait. Il y a aussi cette dimension de ne pas se retrouver seul et se sentir impuissant, écrasé. Ça ne marche pas toujours, hein, on voit dans le cas de la forêt ou des luttes même territoriales, mais c'est le minimum de passer à cet échelon un peu collectif. Et du coup, ça nous permet peut-être de poser cette question à Anne. Du coup, localement, dans Lyon, est-ce que tu as des projets, des ambitions pour l'environnement? Voilà. Nous on est juste au sud, on est dans la Nièvre, hein. Mais il y a parmi les associations, je ne sais pas si vous avez vu à la fin dans le générique du film, il y a toute une série d'associations qui sont citées. Oui, c'est vrai. Hein, et donc, il y en a qui sont dans Lyon. Mais nous, on est juste au nord de la Nièvre. Puisque le Morvan est divisé en 4 départements. Hein, donc, mais bon, c'est pareil. Hein, enfin, je veux dire, on ne va pas opposer la Nièvre et Lyon. Et comment dire, moi j'ai l'impression que j'ai cité tout à l'heure la lutte au niveau des parlementaires, mais il y a aussi, on parle beaucoup entre nous quand on se voit à SOS Forêt par exemple, qui regroupe des tas d'associations, qui est une espèce de fédération d'associations. On parle beaucoup d'essayer d'intervenir au niveau de la commune. Et c'est un peu le sens que j'ai voulu dire quand j'ai fait ce titre, La forêt est à nous. Et il y a quelqu'un en faisant de la publicité qui a dit La forêt est à vous. Mais c'est un petit peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire la forêt est à nous au sens où c'est notre affaire et il faudrait qu'on prenne qu'on sache au moins ce qui se passe. Parce qu'en forêt, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se fait comme ça. Quand il y a des machines, quand il y a des grosses machines qui viennent couper, elles viennent souvent plus ou moins en catimini. Quand on veut, on sent qu'on n'est pas les bienvenus quand on commence à les regarder. Enfin, c'est très. Et donc, au niveau de chaque commune, il y a un référent forêt. On pourrait intervenir plus. Et là, on a du mal. On a déjà fait des tas de choses. On fait des lettres aux élus locaux, etc. Mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'approprie et puis qu'on agisse, comme vous dites. Les aides partout. Et ce qui est intéressant là, en fait, au final, peut-être la question de Lyon, la Nièvre, ce qui est super intéressant, c'est que c'est des sujets qui dépassent largement en fait les frontières géographiques. Quand on repart, ça c'est une approche un peu les biorégions, quand on repart des éléments, des entités naturelles, on peut voir autrement en fait la gestion. Alors ça complique, hein, ça peut compliquer parce que déjà c'est plus une commune et plein, c'est pas le même département, etc. Et là on avait vu une initiative dans la Nièvre, Imagine le canal du Nivernais, où justement ils essayent un peu collectivement avec différents types d'acteurs, citoyens, élus et tout, de se poser la question un peu prospective de qu'est-ce que ça va devenir, comment on peut imaginer le futur de cette entité. Et bon, j'imagine que peut-être qu'il y a peut-être moins de problématiques ou d'enjeux. On voit bien, hein, la forêt cristallise énormément d'enjeux. C'est pas un sujet facile du tout. Donc, non, il y a plein de sous, hein. Oui, complètement, tout à fait. Et c'est des phénomènes d'industrialisation de toute façon à toutes les échelles en fait. Hein. C'est toujours ça qui revient. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est un établissement à la base qui est lié quand même à l'industrie et au commerce. Donc, alors, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Et donc, on peut effectivement fermer par l'appel de Lyon Nature Environnement qui nous propose d'aller voir les autres films associatifs donc sur une chaîne YouTube. C'est la bio pour tous dans Lyon. Donc, je suppose que quelqu'un peut mettre le lien aussi dans le chat. Donc, effectivement, c'est une très bonne idée. Et rester sur cette idée, en fait, de collectivement, on peut faire peut-être plus de choses. Nous, on travaille avec des collectivités aussi. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est toujours plus évident quand on est plusieurs à s'atteler à la question. Et puis, est-ce que le montrer suffit ? Probablement pas, mais sans ça, ça paraît quand même être un minimum, en tout cas, pour mobiliser, informer, sensibiliser. En tout cas, donc on va annoncer aussi le film de demain. Donc on a la soirée scientifique demain et on a le film Puits de carbone.
Donc c'est à 20h30 et c'est Puits de carbone, une chance pour le climat. Donc un sujet super intéressant aussi, parce que là, on parle de stockage et donc évidemment, ça rappelle l'agriculture, ça rappelle la forêt. Et la croissance verte. Et la croissance verte. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on voit que l'environnement, l'écologie et j'allais dire même l'alimentation, l'eau, c'est des sujets transversaux qui nous permettent en fait de nous mettre autour de la même table avec un objectif commun, mais des portes d'entrée des fois un peu différentes. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et toutes d'être restés jusqu'au bout puis d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, et on espère se recroiser tous très vite. Oui, déjà la ferme. Oui, la ferme, voilà, la forêt, Vincent, c'est sûr qu'on se verra. Donc voilà. Bonne soirée en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci au festival.